Mais que oui, si jamais il y a des problématiques, dites-le, il y a pas de souci, bien On sûr. est bon, il faudrait Oui. juste être en plein écran pour que ce soit plus agréable. Tout à fait. Hop, je vais mettre en plein écran. Est-ce qu'on est bon là? Voilà. On est bon. Allez, c'est super. Bien sûr, donc l'idée c'est d'aborder très très rapidement une présentation de ce qu'est le cabinet Filialar. Et ensuite on va parler très succinctement de l'état du marché dans l'assurance dommage aux biens. Un focus bien sûr sur la difficulté de placement d'entreprise dans la transformation du monde du bois. Et surtout, on va faire un petit focus panneau photovoltaïque parce que vous l'avez d'ailleurs évoqué à l'instant lors du tour de table. C'est un sujet évidemment important qui, quand il vient se coupler avec une activité qui est sensible pour les assureurs, ça devient deux aggravations de risque pour un seul et effectivement, il y a des difficultés. Vous avez autour de la table Philippe Boussard, qui est directeur de clientèle depuis de nombreuses années et qui va, lui, effectivement, vous faire part de son expérience. C'est lui qui suit les plus gros risques industriels chez Filialar. Vous avez Lionel Martin, donc, qui a fondé au sein de Filialar notre structure qui s'appelle Préventia, qui fait de l'ingénierie des risques et qui est là, comme je vous le disais, pour accompagner nos clients, essayer de trouver des solutions ensemble, essayer d'avoir un peu plus de bon sens au quotidien parce que l'idée, c'est pas d'avoir le sprinkler automatique. L'idée, c'est pas d'avoir forcément de dire oui à toutes les exigences. L'idée, c'est de trouver des compromis, de trouver efficacement la manière dont on peut aiguiller un dossier pour maintenir un niveau d'assurabilité raisonnable. Voilà la fonction de Préventia au sein du cabinet. Et moi-même, votre serviteur, qui est le lien entre Enoa et Filalar, qui suis également directeur de clientèle. Très rapidement, ce qu'est le cabinet Filalar, certains d'entre vous vous le connaissez. On a un groupe familial, on fait du courtage en assurance. Originellement, on est parti par l'assurance maritime et puis ensuite on s'est développé autour de plein de secteurs que sont effectivement le secteur dommage aux biens, mais on continue à avoir une âme aussi dans le maritime. On fait aussi d'assurance des deux roues, l'assurance des risques un peu particuliers comme les jet skis, les camping-cars et autres. On est aujourd'hui un groupe qui est un groupe familial indépendant et c'est suffisamment rare aujourd'hui pour le noter. L'idée, c'est bien sûr de vous conseiller avant d'assurer. On n'est pas là pour vendre de l'assurance, on est là pour vendre de la gestion des risques ensemble. L'idée, c'est de vous accompagner pour trouver des solutions sur le marché. C'est pas du tout d'être simplement, je dirais, l'intermédiaire pour vendre de l'assurance. C'est nous qui gérons après les contrats, c'est nous qui gérons après les sinistres et c'est nous qui sommes votre partenaire privilégié pour les solutions de placement. Je le disais, guichet unique. Guichet unique parce que, effectivement, grâce au groupe aujourd'hui qui rassemble divers secteurs, on peut vous accompagner de A à Z, bien sûr le risque d'entreprise, la protection sociale comme les mutuelles, les prévoyances et la santé, le maritime, je l'évoquais tout à l'heure. Et on a aussi effectivement donc l'assurance affinitaire, c'est ce que j'évoquais pour les deux roues. Crédit à facturage, on fait effectivement de tout ce qui est assurance crédit, assurance compte client et autres. Et risque management, c'est la filiale Prévencia dont je parlais très rapidement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui que cabinet Filialar? Voilà, c'est 303 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est à peu près donc 1500 collaborateurs et on est sixième courtier français. Voilà de façon très très succincte. L'idée, c'est avant tout, bien sûr, de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler aujourd'hui de ce qu'est l'état du marché assurantiel. Avec, avant de rentrer vraiment, ce sera la page d'après, dans le focus très succinct. Là, l'idée, c'est bien sûr, et je donne la parole d'ailleurs à Philippe Boussard, sur l'état du marché et quelle est l'actualité aujourd'hui assurantielle. Philippe. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on est face à un marché qui, depuis 2020, après 15 années, on va dire assez faciles et assez euphoriques, où on a pu rencontrer des possibilités de souscription, toute activité et à des tarifs, on va dire, assez concurrentiels. Depuis 2020, et c'est pas le Covid qui a fait ça, mais c'est effectivement le marché de la réassurance qui l'a provoqué. Et on va arriver donc en 2025 sur la 6e année où il y a un problème de stabilité et un problème de capacité surtout, où effectivement ce qu'on appelle les réassureurs, là on voit que les réassureurs poursuivent leur pression. Les réassureurs, ce sont les fournisseurs de capitaux aux assureurs. Quand un assureur prend un risque chez vous, il accepte de retenir 20 ou 30 millions d'euros de sinistres possibles. Il ne le prend pas tout seul, puisqu'un incendie et les risques d'incendie et d'hiver sont des risques d'intensité.
c'est-à-dire qu'on peut supposer un risque de très forte importance et qui nécessite de transférer aux assureurs. Et donc, quand il prend 20 ou 30 millions d'euros, il est forcément accompagné par des réassureurs qui sont ses sous-traitants. Et ces sous-traitants, finalement, font le marché une fois par an. Les contrats de sous-traitance sont pour une année seulement, sur 12 mois, et tous les ans, ils sont renégociés. Et malheureusement, on constate une dégradation à chaque 1er janvier depuis 2020, une dégradation de ces conditions de réassurance. On appelle ça les traités de réassurance des assureurs, qui offrent donc les capacités et les capitaux pour assurer. Dans ce bouleversement, effectivement, les raisons pour lesquelles les réassureurs durcissent le ton, et j'insiste bien sur la nécessité de ces réassureurs, parce que, pour terminer, quand un assureur vous prend 20 ou 30 millions d'euros, en fait, il ne garde à sa charge uniquement que les 3 ou les 4 ou les 5 premiers millions. Et tout le reste est transféré aux réassureurs. Donc, c'est une nécessité pour eux. Et donc, cette instabilité, elle est due pour des problèmes géopolitiques, on va dire aujourd'hui, avec tous les événements que l'on voit arriver, sociétaux aussi, des problèmes notamment d'émeutes en 2023. Il faut quand même juste citer que l'événement Naël, que tout le monde a dû entendre parler, est un événement qui a quand même coûté 1 milliard d'euros aux assureurs, juste pour les casses du fait d'émeutes en mai et juin 2023. Donc, c'est quand même très, très important. Climatique, on voit tous les jours aujourd'hui les risques d'inondation, notamment, ou de sécheresse, mais les risques d'inondation répétitifs qui fait que ça devient très difficile à assurer sur ce problème-là. Donc, il n'y a pas que l'incendie, il y a effectivement tout un tas d'éléments extérieurs qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette instabilité de la réassurance. Digitaux par rapport au risque cyber, qui est un nouveau risque émergent qui peut créer des pertes d'exploitation pour les entreprises, qui effectivement aujourd'hui a besoin de se stabiliser. Je pense que ce marché est en train de mûrir, effectivement, parce que il n'était pas mature jusqu'à présent, mais il commence à arriver à une certaine maturité. Et puis effectivement, une autre raison de la stabilité, une autre raison un événement qui aujourd'hui à prendre en considération, c'est le fait qu'il va y avoir une nouvelle surprime pour la couverture des catastrophes naturelles votée par les députés et qui n'avait pas évolué depuis 25 ans et qui va passer de 12 à 20% au 1er janvier 2025. C'est donc une loi, donc elle s'impose à tous et indépendamment de ce que peut demander l'assureur pour son tarif au 1er janvier 2025, il faudra prendre aussi en compte ces 8% qui vont s'appliquer sur l'intégralité de la prime du contrat multirisque, dommages aux biens professionnels. Tout à fait. Ça concerne aussi le risque automobile, mais dans une moindre mesure, parce que c'est qu'une partie de la prime. Voilà, donc ça, c'est effectivement l'état du marché d'aujourd'hui, les perspectives 2025 dans lesquelles on se retrouve. Impec. Merci beaucoup Philippe. L'idée effectivement aussi c'est que il y a des perspectives 2025, c'est quoi? C'est celle notamment d'avoir de plus en plus d'approches au cas par cas. Au cas par cas bien sûr. Pourquoi? Parce que comme vous le disiez Philippe, bien sûr, l'impact et l'exposition aux événements naturels est extrêmement important pour les assureurs. Pour vous donner une ordre d'idée, je vous ai mis quelques chiffres à l'écran bien sûr, mais depuis 2022, vous avez eu une explosion de l'intensité des sinistres événements climatiques, avec en 2022 10,6 milliards d'euros d'événements climatiques, dont seulement 6,4 uniquement pour les orages de grêle qui ont duré 2 mois. Et en 2023, on a bien sûr poursuivi la tendance avec 6 milliards et demi d'euros. 2024 le sera aussi, on n'a pas encore les chiffres consolidés bien sûr. Mais là où vous aviez une moyenne de 3 milliards et demi ces 10 dernières années. Donc bien sûr, le compte n'y est pas. Donc bien sûr que les assureurs vont avoir une notion d'approche au cas par cas, parce que selon si vous vous trouvez dans des zones qui ont été très fortement impactées ces 2 dernières années par les événements climatiques, il y aura un impact évidemment. Une approche au cas par cas, bien sûr, par le niveau de prévention et protection d'entreprise. Aujourd'hui, la technique devient absolument essentielle. On ne peut plus assurer avec uniquement du déclaratif et la capacité de dire juste 2 secondes aux assureurs, on a tel niveau de prévention, vous inquiétez pas, on a les Q4, les Q18, les Q19, ça fonctionne plus comme ça. Aujourd'hui, ils sont très attentifs à la manière dont est composé votre site d'exploitation, la manière dont vos sites sont construits, la matérialité des sites, là où vos capitaux sont exposés ou pas. Donc il y a vraiment une approche au cas par cas qui va devenir de plus en plus importante dans la souscription par les assureurs.
Et bien sûr, une approche au cas par cas, selon le secteur d'activité. Là, c'est pour vous balayer de manière très large, pour vous montrer aussi que l'industrie du bois n'est pas la seule activité qui est très impactée et qui est très en difficulté sur le marché assurantiel. Vous avez le recyclage, évidemment, vous avez le traitement de surface, vous avez l'agroalimentaire, vous avez l'utilisation ou le recyclage de batteries lithium. Quelqu'un tout à l'heure en a parlé dans le tour de table préliminaire, et le stockage de grande hauteur, bien sûr. Donc vous avez il n'y a pas que le bois, sachez-le, ça ne vous rassure pas, ça c'est sûr, mais ça vous permet effectivement de vous rendre compte que vous avez aujourd'hui de nombreux secteurs pour lesquels les assureurs sont très vigilants. Et bien sûr, il y a une nouveauté aujourd'hui, c'est que les assureurs sont de plus en plus vigilants à la santé financière des entreprises. Vous avez aujourd'hui des structures qui ont soit des procédures de sauvegarde, soit des difficultés parce que la trésorerie n'est pas au rendez-vous, et les assureurs ont la capacité d'être réticents sur ce genre de structure-là. C'est un peu une nouveauté, mais il faut le dire parce que ça impacte également et surtout pour des clients qui font le maximum, évidemment. En tant que dirigeant d'entreprise, vous faites tous le maximum pour essayer de maintenir à flot vos activités. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça n'impacte pas le placement des assureurs. Voilà de manière très large et très macro le monde de l'assurance. Mais bien sûr, l'idée, c'est de surtout se focaliser sur la réalité de votre activité et des raisons pour lesquelles il y a une difficulté de placement sur le marché. Et c'est notre cher Philippe qui prend la suite. Oui, donc effectivement, on a un constat qui est un peu malheureux, hein, puisqu'on voit que comme beaucoup d'entreprises qui depuis alors 2022 ou 2023, enfin suivant la réaction des assureurs et la résiliation des assureurs, se retrouvent sans assurance, notamment les scieries ou fabricants de palettes. Enfin, il y a des activités qui sont encore plus ciblées que d'autres et plus difficiles que d'autres, mais en général, toute l'activité bois aujourd'hui est quand même concernée. Et on a un certain nombre d'entreprises qui n'arrivent pas à trouver d'assurance ou qui pourraient en trouver, mais à des conditions qui ne sont pas tolérables ou qui dépassent peut-être tout simplement ce que peut engager l'entreprise. Euh, il y a donc effectivement un constat de sinistralité qui est quand même présent et qui fait que les assureurs reculent aujourd'hui et retirent leur engagement sur la branche bois. Euh, donc, on a effectivement un rapport sinistre-prime qui est autour de 100%, c'est-à-dire les primes encaissées par rapport aux sinistres payés. Et effectivement, on n'est pas tout à fait sur l'équilibre technique qui est recherché par les assureurs, sachant que ce sont des assureurs du domaine privé, hein, donc il n'y a aucune obligation pour eux d'émettre un contrat ou d'émettre une offre. Et c'est bien là le problème, c'est qu'en France, on a bien le retrait d'un certain nombre d'assureurs qu'on va le voir après, et qui fait que ils peuvent émettre une offre, mais ça sera forcément à leurs conditions. Ils n'ont aucune obligation, en tout cas face au ministère, qui est le ministère de tutelle des assureurs, le ministère des Finances. Ils n'ont aucune obligation d'émettre un contrat d'assurance pour une entreprise ou pour une autre. Alors que vous avez parfois des obligations qui sont, par exemple, au travers d'un bail ou certaines obligations contractuelles avec des clients ou des fournisseurs qui vous obligent à avoir une certaine garantie, ou les banquiers, tout simplement, vous obligent à avoir des certaines garanties. Et donc, ça génère vraiment un vrai problème. En 2023, on a effectivement recensé 36 déclarations de sinistres incendie majeurs, hein, donc supérieurs à 2 millions d'euros, ce qui constitue encore en 2023 une hausse par rapport à 2022. Et bon, après, on verra effectivement en 2024 ce que ça va donner, mais on n'est pas sur une situation qui s'améliore. Du coup, les assureurs qui étaient encore présents il y a jusqu'à 2020-2021, c'était bon, AXA, Allianz, MMA, Chubb, Albingia, Amlin, qui étaient quasiment dans toutes les coassurances des contrats, QBE, Tokyo Marine, Helvetia, Abeille. La liste peut encore s'allonger. On a cité ceux qui sont souvent les plus représentatifs pour ce marché. Je ne dis pas que vous n'allez pas trouver chez AXA ou chez tel et tel assureur encore la possibilité d'avoir un contrat. Parfois, quand le risque, le site ne dépasse pas une certaine surface, 5000, 7000, 9000 mètres carrés, il peut y avoir peut-être sur chacun réseau d'assureurs encore des solutions, mais de toute manière, elles seront forcément avec des conditions
je dirais, très défavorable, hein, fatalement, surtout s'il n'y a pas de protection suffisante. Et donc, tous ces gens-là constituent le marché traditionnel français. Donc, c'est des assureurs européens et qui sont très présents en France. Et donc, on a cette, tous ces assureurs manquent sur le marché aujourd'hui. Et donc, on se retrouve face à un problème de pénurie qui nous oblige à aller chercher un marché alternatif quand on n'a pas d'autre solution. Si tu peux avancer, Baudouin. Voilà. Donc, quand on a encore certains contrats qui subsistent, c'est parfois le cas, c'est avec de très rares assureurs. Là, on en a nommé 2 qui sont Groupama et Generali, mais ils ne sont pas enclins à développer aujourd'hui de nouveaux contrats parce qu'ils ont déjà dans leur portefeuille un certain nombre d'affaires qu'ils ont conservées. Et c'est vrai qu'il est assez rare de voir une acceptation de leur part. Et pourquoi ils ont conservé certains contrats? C'est tout simplement parce que depuis 2-3 ans, les sites passent sur la protection sprinkler. Là, c'est un peu une mauvaise nouvelle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on trouve en France des solutions qui sont gérées ou tout simplement des contrats qui sont maintenus, c'est parce qu'on parle de protection automatique et en général, quasiment tous les locaux sont sprinklés. L'autre solution qui reste sur le marché aujourd'hui, c'est le marché de Londres, qui va présenter des conditions assez dégradées, hein, donc en garantie. Alors là, en garantie, il faut voir que la limite d'engagement de l'assureur, ce qu'on appelle la LCI, la limitation contractuelle d'indemnité, qui donc est l'engagement maximal de l'assureur, sera non pas les 20, 30 ou 40 millions d'euros ou plus dont vous avez besoin, mais sera très souvent limité à 10 millions, voire 12, voire 15 millions, mais très rarement plus que cela. Alors, eux acceptent de vous prendre sans sprinkler, mais quand même à des conditions assez drastiques, c'est-à-dire de texte déjà. Le texte, c'est un texte londonien, donc avec des méthodes, on dirait, londoniennes de garantie. Le courtier n'a pas trop la vocation à apporter son expérience sur le texte. De franchise aussi, hein, puisque là, il sera assez rare de voir des franchises inférieures à 200 000 à 300 000 euros, c'est plutôt 500 000, voire 1 million d'euros. On est quand même sur des franchises astronomiques. Et en termes de tarifs, quand en France, on arrive encore à conserver des contrats qui sont autour de, c'est un taux pour 1000, hein, donc de 2 pour 1000 sur les capitaux assurés. Donc, quand vous avez 10 millions d'euros à 2 pour 1000, effectivement, ça vous fait 20 000 euros de prime. Et bien là, on est sur des taux londoniens qui se situent plutôt entre 8 à 12 du 1000. Ça change quand même complètement les choses, puisqu'on est 4, 5, 6 fois supérieur au taux auquel on peut s'attendre. Et encore une fois, si vous avez besoin de 30 ou 40 millions d'euros de LCI, vous n'en aurez que 10, et ce qui fait qu'on n'a pas, le compte n'est pas bon, quoi. Voilà. Les exigences, donc, pour pouvoir essayer de rester sur le marché français, ça va forcément passer par la prévention et la protection. Et malheureusement, on l'a mis en gras, mais aujourd'hui, les assureurs revendiquent non seulement le sprinkler, mais autant il y a encore en 2023-2024, on pouvait dire on signe un devis sprinkler et vous pouvez nous assurer. Aujourd'hui, quand on arrive sur 2025, les assureurs nous disent si le sprinkler n'est pas en eau, ça pose problème et on attendra que le sprinkler soit en eau pour vous assurer. Donc, même le discours des assureurs arrive à changer. C'est quand même assez drastique. C'est vraiment très marqué. Aujourd'hui, le sprinkler est le marqueur principal pour pouvoir être garanti. Alors, je ne dis pas, hein, en dessous de 10 000 m², on peut peut-être arriver à trouver des solutions, mais dès qu'on est à un site assez conséquent, au-delà de 10 000 m² de surface couverte, il y a ce risque de se voir imposer le sprinkler de manière quasiment certaine, et en plus ne laissant pas suffisamment de place pour la réalisation des travaux, quoi, puisqu'ils le veulent tout de suite. Voilà. Et là, je peux peut-être laisser la parole à Lionel pour le reste, hein, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre. Alors, vous ne le voyez pas, mais je vais essayer de
Voilà. Je m'aperçois peut-être un peu. J'espère que vous m'entendez. Je suis un maître du micro. Ouais, on va peut-être changer de place, effectivement. Oui, donc je suis Lionel Martin. On a créé la filiale il y a 18 ans maintenant et on travaille évidemment beaucoup dans le milieu industriel en sens général et puis particulièrement dans le bois depuis très longtemps. Effectivement, ce qui vous a été dépeint par mes deux collègues est la triste réalité. Nous, à l'ingénierie, on est aujourd'hui un incontournable de tous les placements, puisque effectivement, on essaye de convaincre nos collègues de l'ingénierie, des compagnies d'assurance, qu'il faut prendre des risques, et parce qu'on a fait un travail d'ingénierie préalable. Évidemment, la sinistralité nous démontre qu'on on peut subir un sinistre à tout instant. Ça peut être, comme on l'a vu très récemment, une batterie de visseuses qui explose et qui génère 30 millions de sinistres derrière. Ça peut être un tue-mouche qui en génère 35. Ça peut être une malveillance qui fait qu'un site est complètement rasé et qui génère 50 millions d'euros de dégâts derrière. Et puis, ça peut être également un travail par point chaud mal maîtrisé qui débouche sur, effectivement, également 25-30 millions derrière. Donc, on voit bien que les assureurs sont attentifs à tout ça. Alors, effectivement, le sprinkler, c'est donc un chèque. Voilà, c'est une solution qui, aujourd'hui, est non négociable pour un certain nombre de sites. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de réfléchir. Voilà. On essaye, quand on va sur un site industriel, de voir ce qui pourrait être à l'origine d'un feu, ce qui est critique pour les conditions de réalisation de la production. On regarde ce qui est contributif au feu, ce qui va améliorer sa vitesse de propagation. Voilà. Donc, on essaye d'avoir une réflexion un petit peu pragmatique et intelligente en ciblant les sources d'ignition, en voyant ce qui peut être des vecteurs de propagation et d'agir là-dessus. Alors, on agit comment? De trois manières. Hein. Encore une fois, c'est dans une solution hors sprinkler. D'abord, on va essayer d'agir sur le compartimentage, c'est-à-dire tout mettre en œuvre pour essayer d'établir des barrières au feu. Voilà. Donc, ça peut être effectivement des murs, ça peut être des barrières aqueuses, ça peut être des structures irriguées, voilà, de manière à essayer de ralentir la progression du feu. Dans un second temps, on va agir sur les sources d'ignition. Les sources d'ignition, on les connaît, il faut être parfaitement carré là-dessus. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément très onéreuses, c'est les installations électriques. Ce sont toutes les installations électriques, hein, c'est-à-dire évidemment l'installation électrique structurante, celle qui distribue l'énergie, mais également les luminaires, mais également les chargeurs de batteries, mais également, on en a parlé juste avant, les batteries lithium-ion qui aujourd'hui envahissent finalement les zones de maintenance et les bureaux. On va essayer également d'intervenir sur tous les éléments qu'on considère comme sensibles. Ça peut être des TGBT, ça peut être des armoires process. Voilà, on va essayer de les protéger ponctuellement. On va intervenir également sur des sources d'éclosion ou d'aggravation comme les groupes hydrauliques, comme la gestion de zones de liquide inflammable. Donc, tout ceci, on va agir sur le compartimentage et l'extinction, mais de manière ponctuelle. Voilà. Et non pas générale comme le sprinkler, c'est le dogme du sprinkler, hein. On intervient partout en sprinkler. Donc, l'idée, c'est d'essayer de pouvoir intervenir de manière limitée. On va agir aussi sur la détection incendie. Et puis, au bout de tout ça, il y aura un élément qui va être central, c'est l'intervention humaine. La capacité à avoir au sein de son entreprise des personnes suffisamment motivées, et il y en a de moins en moins, pour être en capacité d'intervenir soit en mise en protection du site, soit en intervention directement sur le feu, dans l'attente de l'arrivée des pompiers. Hein. Avec le sprinkler, l'idée, c'est qu'il soit là pour contrôler le feu avant l'arrivée des pompiers et que les pompiers terminent le boulot. Et bien là, puisqu'on n'a pas de sprinkler, il va falloir essayer d'avoir une équipe d'intervention suffisamment formée. Encore une fois, c'est loin d'être simple. Hein. Aujourd'hui, on constate qu'il est excessivement difficile déjà de demander à des gens de participer à des exercices, non pas pour utiliser un extincteur, hein, là, mais pour utiliser des moyens un petit peu plus lourds de défense. Ça veut dire qu'il faut avoir des gens, il faut les former
faut les entraîner régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est au moins tous les 3 mois à faire des exercices réels pour que réellement on puisse être en mesure de dire à l'assureur, voilà, on a blindé nos sources d'éclosion, on sait où elles sont protégées. On a blindé notre prévention. On est absolument irréprochable sur tous les basiques de la prévention du risque incendie. Et puis, si par malheur il se passe quelque chose, on a également des gens qui peuvent intervenir de manière efficace et construite. Et ça se démontre. Voilà. Donc, évidemment, c'est loin d'être simple à mettre en œuvre, tout ça. Ça coûte beaucoup d'argent également. Il ne faut pas beaucoup moins que le sprinkler, mais ça en coûte également. Mais il n'y a pas énormément d'autres solutions à disposition qui puissent être développées et déployées. Vous l'avez dit, certains l'ont dit, le sprinkler, effectivement, c'est très compliqué, c'est évolué en permanence. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est peut-être pas vrai demain. Si aujourd'hui vous travaillez du bois, ben, il faut une certaine protection. Demain, vous mettez ce bois dans des caisses plastiques, il faudra une autre protection. C'est effectivement très, très compliqué d'intervenir là-dessus. Voilà, donc il faut essayer de faire preuve de pragmatisme, d'intelligence, de regarder où sont vraiment les sources d'incendie, comment elles sont maîtrisées ou non maîtrisées, investir pour les maîtriser, et dans une logique, évidemment, pour vous, de protection du patrimoine industriel, ça c'est très important, avec des solutions qui sont soit directement de placement sur un marché traditionnel, Philippe en parlait, ça peut être AXA, voilà, des généralistes de l'assurance, soit, et c'est là que la prévention est encore plus importante et la protection encore plus importante, si vous intervenez sur un marché dégradé comme le marché anglais, où effectivement vous allez avoir une conservation très forte du risque, et bien là, vous devez être impérativement irréprochable sur le volet de la prévention du risque et de la protection des zones dangereuses, parce que là, pour le coup, vous êtes vous-même contributeur à la gestion du risque. C'est plus que l'assureur. Tout à fait. Merci beaucoup, Si... Lionel. C'est effectivement important et ça vient notamment, bien sûr, en corrélation avec deux choses complémentaires. Hein. C'est bien sûr la matérialité des sites. Lionel l'a très largement abordé, hein, mais c'est des conséquences et c'est des exigences supplémentaires. Et c'est l'accompagnement technique dont Lionel vous a expliqué tous les tenants et les aboutissants à l'instant. C'est en tout cas aujourd'hui primordial d'anticiper les problématiques et les exigences des assureurs. L'idée maintenant, c'est peut-être de faire un petit focus, comme ça on aura balayé les deux thèmes qu'on voulait aborder, bien sûr la difficulté à la filière bois, parler d'un focus très rapide sur les panneaux photovoltaïques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous dire quoi? Vous dire qu'aujourd'hui, de toute façon, ce PowerPoint, j'enverrai à Christopher pour qu'il vous le diffuse, évidemment. Mais aujourd'hui, il y a une difficulté qui vient, je dirais, en supplément de la difficulté de l'activité qui est la filière de transformation du monde du bois. Mais c'est quoi? C'est bien sûr les panneaux photovoltaïques. Il faut à 2000% le plus possible éviter que ça soit sur les toitures. Et si jamais c'est en toiture, il va falloir respecter un certain nombre de préconisations techniques que j'évoque dans les pages d'après, que je vous transférerai bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais l'idée, il faut comprendre qu'aujourd'hui, vous avez deux mondes qui s'affrontent. Vous avez le monde réglementaire, où vous avez une actualité aujourd'hui qui va vers une augmentation des recours aux énergies renouvelables et aux énergies dites alternatives. L'énergie solaire en fait partie. Donc vous avez bien sûr énormément d'énergie et énormément de ressources qui sont attribuées par les différents gouvernements de tous les États pour essayer d'aider au développement de cette filière-là. Mais à côté de ça, vous avez bien sûr des réticences majeures de la part des assureurs parce qu'aujourd'hui, ça représente une très grosse aggravation du risque. À plein d'égards, d'abord parce que si vous avez un feu de panneaux photovoltaïques, les pompiers ils vont regarder brûler, ils vont pas intervenir. Deuxièmement, du coup, vous avez pour un assureur la capacité à avoir plutôt un sinistre total qu'un sinistre partiel parce que naturellement, si les pompiers laissent brûler, il y a assez peu de chances qu'on réussisse à circonscrire le feu à qu'une partie de l'activité. Tout ça, bien sûr, vient en plus d'un certain nombre d'aggravations que sont l'endroit où sont situés les onduleurs, que sont l'endroit dans la manière dont ils sont posés, ces panneaux photovoltaïques. Est-ce que vous avez une toiture qui est combustible, pas combustible? Est-ce que l'isolant que vous avez utilisé est combustible, pas combustible? Tout ça, ce sont effectivement des sujets sur lesquels les assureurs vont être extrêmement exigeants et nécessitent du coup une approche d'anticipation. Là également, Prévencia est à vos côtés. On connaît le sujet, on accompagne nos clients sur ces sujets-là.
Donc n'hésitez pas. Et si jamais effectivement vous faites quand même ce choix-là, il y a toutes les prédispositions qu'il faut avoir. Et ça, c'est les pages que je vous présente là et que vous aurez en détail. Mais c'est absolument très important que ce soit sur l'installation en elle-même ou sur les onduleurs. C'est pour les assureurs vu comme une très grosse aggravation de risque. Voilà les deux thèmes qu'on voulait aborder. Est-ce que vous avez, vous, des questions, des sujets, des problématiques à aborder de manière supplémentaire? Des questions, on est à votre disposition. Dites-nous. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Je vais arrêter le partage par contre. Vous n'avez pas de questions du Jean-Luc, coup? allez-y, vous pouvez. N'hésitez pas, hein. Jean-Luc, vas-y. Oui, peut-être une question avec les nouveaux investissements de capacité donc sur des sites existants. Là, vous expliquiez que les assureurs traditionnels européens ne prenaient plus de nouveaux contrats depuis 5 ans. Est-ce que pour autant, quand un site s'agrandit, il continue à accompagner l'industriel? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Alors, Philippe est très souvent confronté à ça. Le problème, c'est que, et Philippe, tu me coupes si je dis des bêtises, mais le problème, c'est justement ça, c'est que on a des clients qui investissent, qui continuent d'investir dans leur outil de production, et les assureurs parfois sont réticents parce que l'activité, encore une fois, est là, et même pour parfois des investissements qui sont même pas sans lien. Philippe a des difficultés actuellement pour assurer une chaudière qui est très loin d'un bâtiment, mais c'est activité bois, donc tout le monde a peur. Enfin voilà, bon, Philippe, si tu as des- Oui, oui. Alors, l'accompagnement, oui, à partir du moment où il faut que le projet soit quand même suffisamment communiqué en amont et vu en amont avec l'ingénierie de l'assureur pour qu'effectivement on puisse définir le niveau de prévention de protection qui sont nécessaires pour ce nouveau bâtiment. Donc, je pense qu'il faut le mettre dès le début du permis de construire et pour voir effectivement quel type d'aménagement de locaux il faut prévoir. Sprinkler, pas sprinkler, si c'est déjà un site sprinklé, bien évidemment. Et puis, les détections, les murs coups-feu, les locaux techniques qui pourraient éventuellement arriver, qu'il faut mettre judicieusement à l'extérieur de l'activité, enfin, du process. Donc, tout ça, je pense qu'il faut bien le définir. Et ça, c'est la clé de tout. C'est bien de le définir en amont avec les assureurs. Quand on met l'assureur devant le fait accompli d'un bâtiment qui arrive, là, à mon avis, il y a forte chance qu'on ne soit pas d'équerre pour des problèmes de panneaux photovoltaïques, pour des problèmes de locaux techniques, pour des problèmes de protection. Donc, la sagesse, c'est de bien se prendre à l'avance. Voilà. Après, quand le contrat existe, l'assureur n'est pas là pour vous bloquer. Hein. Il est là pour essayer de, tout en s'engageant à vous payer un sinistre, il est là pour essayer d'éviter de le payer. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez mis suffisamment les choses en adéquation avec votre risque et les protections qui vont avec, et la prévention qui va avec, c'est tout. Hein. Donc, normalement, il est censé vous accompagner, bien évidemment. Après, au prochain renouvellement, les conditions qui seront établies en fonction de son propre traité de réassurance, c'est-à-dire il peut arriver parfois qu'un assureur ne vous accompagne plus au renouvellement parce qu'il n'a plus la capacité de le faire. Mais ce n'est pas lié à l'agrandissement que vous allez proposer. Merci. J'avais une question. Est-ce que ce phénomène de difficulté d'assurance, on le retrouve dans tous les pays européens ou, parce que j'ai quand même l'impression que la France est particulièrement touchée. Alors, c'est peut-être une impression. C'est une bonne question, effectivement. On peut considérer que ça concerne effectivement les différents pays de l'Europe, mais la France est particulièrement plus touchée et je n'expliquerai pas pourquoi. Je ne sais pas si Lionel a une explication. L'activité, c'est que la France est la plus grande forêt, une des plus grandes forêts d'Europe, avec le nombre d'activités qui effectivement est lié à cette filière-là, peut-être. Bien sûr, bien sûr. Mais il existe aussi en Allemagne ou en Belgique des transformations qui existent et qui sont Oui, pas oui, forcément je dirais que même, locales. voilà, si on va sur l'Allemagne, hein, c'est la forêt française, forêt allemande, elle est similaire en termes de taille, hein, surface, enfin en tout cas rapportée au territoire, hein, 31%, mais la filière forêt-bois en Allemagne, c'est 1 million d'emplois, alors qu'en France, on est à 420 000. Hein, donc la transformation du bois en Allemagne, elle est bien plus développée qu'en France. Hein, et on va retrouver des pays alors moins forestiers comme l'Italie ou même l'Espagne,
vous avez un niveau de transformation du bois souvent bien plus important qu'en France. Donc nous, on se posait la question effectivement de savoir si c'était effectivement le rattrapage aujourd'hui des capacités industrielles qui sont engagées en France, puisqu'il y a les pouvoirs publics ont identifié la filière forêt-bois comme une filière stratégique en termes de développement d'activités sur les territoires, en particulier si on regarde le potentiel d'emploi comparé à l'Allemagne, hein, qui est un pays que l'on connaît bien. Et j'ai quand même l'impression, mais vous allez peut-être m'arrêter, que les Allemands sont moins confrontés à cette problématique assurantielle, alors même que, je dirais, les capacités de transformation sont bien plus importantes qu'en France. Alors, voilà, c'était la question que je posais. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières aujourd'hui? Alors, je comprends que peut-être le contexte général en France, on parlait climatique ou sociétal est peut-être différent de ce qu'on rencontre aujourd'hui en Allemagne. Voilà, mais c'était, voilà, et peut-être aussi la présence de compagnies comme allemandes comme Allianz, qui est extrêmement présente sur nos secteurs filière forêt-bois. Est-ce qu'il y a enfin, voilà, c'était une question, parce que nous on essaye effectivement, le comité de stratégie de la filière et la vocation à travailler avec les 4 ministères qui s'occupent de la filière forêt-bois, et on leur remonte toutes les informations terrain. Et une des questions qui nous est posée, c'est de savoir si c'est vraiment spécifique au marché français ou aujourd'hui ce sujet d'augmentation des risques touche tous les pays européens. Voilà. Alors, il est vrai qu'en Allemagne, a priori, les sites ne sont pas plus protégés, voire peut-être moins protégés qu'en France, a priori. Et je n'ai pas d'explication effectivement de cela, mais ce que nous, on constate en tant que courtier, en tout cas, c'est que quand on va chercher une compagnie allemande de référence, les 2 principales sont quand même Allianz, qui aujourd'hui, c'est même pas la peine de nous proposer une activité de bois, et l'autre qui est une espèce de mutuelle industrielle comme les FM Global aux États-Unis. En Allemagne, il y a HDI. HDI, c'est une mutuelle allemande qui est très puissante, qui fait vraiment de très très gros risques, qui s'adresse d'ailleurs au top des 100 premières entreprises françaises et autres. Mais quand on leur propose du bois, ils n'en veulent pas. Donc je m'interroge quand même sur comment font les Allemands quand on sait que ni Allianz ni HDI en France nous refusent systématiquement l'activité. Non, mais c'est pour nous une question effectivement qu'on essaye d'investiguer et de comprendre, alors même que les sites de production allemands, enfin, pour en connaître certains, c'est en termes de taille, bien plus puissants, bien plus grands que les nôtres. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une aversion au risque plus forte et un historique, je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de sinistralité? Je n'ai pas la sinistralité allemande, hein, donc je peux pas dire. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'ils s'exposent à des montants de sinistres assez importants parce qu'on est effectivement sur des gros sites et il n'y a pas forcément une protection adéquate en face. Donc, c'est un peu mystère. Maintenant, nous, en tant que courtier, on a toujours la possibilité d'aller chercher des assureurs en Europe, hein, en Union européenne, qui s'appelle la libre prestation de services. Mais c'est relativement inefficace parce qu'on s'aperçoit que quand on n'a pas le lien habituel avec certains assureurs, ils ne nous attendent pas et le fonctionnement est très, très difficile ensuite. Hein, parce qu'il faut gérer un contrat, il faut gérer des sinistres et en fait, c'est quand même plus évident de le faire que quand on s'adresse à une compagnie qui a mis en place sa succursale en France et avec qui on peut correspondre. Que depuis effectivement des Allemands qui parlent en allemand déjà, il y a la barrière de la langue, et puis aussi les mécanismes qui ne sont pas toujours les mêmes d'un pays à l'autre, ce qui fait qu'on ne se comprend pas toujours très bien. Donc le LPS, c'est très théorique, la libre prestation de service, mais dans la pratique, c'est quand même moins évident enfin, c'est pas aussi évident qu'on pourrait le penser. Ok. Et le marché de Londres pour être. Alors, le marché de Londres, lui, il est très, très friand du marché français. Il vient nous chercher par dizaines.
Quand je dis dizaines, j'exagère, mais il y a au moins 10 fournisseurs représentant le Lloyd's of Londres notamment, hein, surtout. Hein. En fait, les Lloyd's of Londres, ce n'est pas une compagnie d'assurance, ce sont des syndicats de parieurs, en fait. Et donc, ils s'unissent en syndicats, ils sont des parieurs et qui ont leurs conditions. C'est-à-dire qu'eux disent, bon, bah, c'est pas sprinklé, c'est pas grave, mais je ne prends pas 2 du 1000, je prends 8 ou 10 du 1000. Et il faut en accepter le principe, hein, bien évidemment. Et donc, c'est un marché un peu atypique. Et c'est eux qui, effectivement, les Londoniens, qui viennent nous chercher assez régulièrement. Là, tous les courtiers français, que ce soit AMY, Alesco, Jérémy Trace, hein, tous ces représentants du Lloyd's of Londres sont très, très présents en France, avec ou son succursale, hein, c'est-à-dire depuis Londres ou depuis Paris. Mais ça, c'est pas grave, ça fonctionne très bien. Mais c'est à la mode londonienne. Hein. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que parfois, c'est le dernier recours. Hein. Donc, alors, c'est le dernier recours, mais moi, j'ai vu, j'étais face à 2 entreprises que je ne vais pas nommer, mais une qui est plutôt en Vendée et une qui est plutôt en Highland. Les 2 ont été lâchés, pour juste pas le citer, mais j'ai comme le citer, c'est le GAN, qui a eu, notamment pour celle des Landes, a eu la mauvaise, une façon de procéder qui était un peu déplorable, je pense, parce qu'en 2022, je ne parle pas de 2020, hein, 2022, on continue à assurer l'entreprise. En 2022, il faut une visite de risque. Et en 2022, la conclusion du rapport, c'est sprinkler non requis. Sachant qu'on a une LCI, un besoin d'assurance, une limitation d'assurance à 60 millions d'euros. Quand même. Sprinkler non requis en 2022. Il faut quand même être assez gonflé pour écrire ça, quand même. Par un ingénieur, par un mentionniste, quand même. Hein. Voilà. Donc, résultat des courses en 2023, que fait la souscription? Et donc, pas de service d'ingénierie, mais de service souscription. Ils envoient une lettre de résiliation parce qu'il y a absence de sprinkler. Voilà le genre de cas que l'on peut trouver en France parce que les choses ne sont pas préparées, parce que on va écrire des choses qui sont complètement incompréhensibles en 2022, alors que cette entreprise, qui a quand même une taille assez importante, aurait dû, dès 2020, être alertée sur le fait qu'il y ait une nécessité d'évoluer sur la protection, ce qui n'a pas été le cas. On l'a mis dans une espèce de culture, dire bon, il y aura toujours une façon de faire autrement. Moi, personnellement, je les ai approchés, ou ils m'ont approché. Enfin, en tout cas, on a pu échanger pour proposer quelque chose en 2020, à la fin de 2023. Il s'avère qu'ils n'ont pas voulu prendre la décision de sprinkler, alors que je pouvais essayer de négocier 18 mois ou 24 mois pour arriver à mettre en eau le sprinkler. Hein. Donc, le temps d'un chantier, mais au moins d'évoluer, de faire un pas en avant. Ils ont pris la décision de rester, je crois, 3 ou 4 mois sans assurance, quand même. Finalement, ils ont pris une offre du Lloyd's de Londres avec un courtier concurrent. Et là, ils nous ont appelé la semaine dernière en disant c'est très cher, c'est 10 millions pour 8 000. Quand on a des capitaux qui font pas loin de 100 millions d'euros au total, vous imaginez le budget que ça fait. Et puis, à la fin, ils n'ont pas avancé d'un pas. Ils sont très mécontents de la prestation, parce que c'est à la façon londonienne quand même, hein, c'est pas ici évident que ça. Et ils ont perdu 2 ans, et je pense qu'ils n'ont toujours pas compris, parce que je pense que dans leur façon de penser, c'est qu'ils doivent se dire, il y a un orage à passer, et demain, après-demain, ça ira mieux, et on pourra enfin une bonne solution. Sauf que c'est mon avis personnel, mais je crois qu'on la partage tous ici avec mes collègues, c'est que on n'est pas prêt de voir le marché se libérer sur l'activité du bois, en tout cas pas dans les 3 à 5 prochaines années. À mon avis, c'est pas pour demain. S'il y a il y a toujours des émergents, des compagnies émergentes qui arrivent sur le marché, mais c'est, par exemple, là, j'ai des Norvégiens qui viennent d'arriver, ça s'appelle Protector, mais ils vont faire du risque automobile ou du risque incendie, mais pour l'instant, ils ne se sont pas affichés voulant faire du risque industriel dans le domaine du bois, par exemple. Donc, ceux qui émergent, il y en a 1 ou 2 compagnies par an qui arrivent sur le marché, qui viennent d'autres pays en général, mais ça ne donne pas plus d'opportunités. Et je pense que dans les 5 prochaines années, il n'y aura pas de solution miracle qui va arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 5 ou 10 ans qui sont devant nous? Est-ce qu'il ne faut pas effectivement voir comment
sur 3 ans, essayer d'aller vers comme cette protection. Cette protection, elle n'est pas que pour faire plaisir aux assureurs, hein. Avant tout, c'est pour aussi protéger votre compte de résultat et votre activité, hein, vos emplois et tout ça, hein. Parce que un sprinkler n'empêche pas un début d'incendie, mais éteint l'incendie. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez 300-400 mètres carrés qui sont incendiés, vous avez un sinistre qui peut faire 1, 2, 3 millions, mais vous avez limité l'arrêt d'activité et vous avez limité l'impact du sinistre. Et surtout les emplois derrière, hein, parce que ça permet effectivement de continuer. En général, un sprinkler, enfin, moi je ne vois pas des sprinklers en échec, hein, ça peut arriver en pourcentage, mais bon, ça peut arriver en théorie, mais un sprinkler, s'il est bien posé, s'il a bien été installé suivant certaines règles qui sont définies, il n'y a pas de raison qu'il soit en échec. Évidemment, si on coupe plus en amont, il sera en échec. Voilà. Si on change complètement la destination du local en mettant un stockage de grande hauteur alors qu'il y avait une machine de production, c'est sûr qu'il va être en échec. Mais si on reste conforme à la règle, il n'y a aucune raison de faire un échec. Et c'est avant tout une protection pour vous. C'est-à-dire que grâce à cela, vous évitez pas de sinistre incendie. Ça, c'est la prévention en amont qui le permet. Mais qu'une fois que ce sinistre incendie aura démarré, vous allez le maîtriser à 99% de chances de le maîtriser. C'est-à-dire que je ne veux pas dire 100%, mais pour moi, c'est quasiment 100%. Donc c'est bien pour vous que vous le faites aussi, avant tout. Mais c'est vrai qu'il faut prévoir 1 million, 2 millions d'investissements et que ça peut peut-être se faire sur 2 ou 3 ans. Ça peut peut-être se faire intelligemment avec un local technique et puis une première tranche de sprinkler en attendant les 2 prochaines tranches. Oui, non, je vous suis là-dessus. Sur le sujet, c'est bon pour pouvoir essayer de trouver un deal avec les assureurs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vous suis. La seule chose qu'on rencontre, pour l'avoir sur un des cas, puisque je suis également chef d'entreprise, on a quand même aujourd'hui en face de nous des bureaux d'études de sprinklage, enfin, ou des sociétés. C'est quand même honnêtement un monde sur lequel la concurrence a du mal à agir, hein, et les tarifs sont exponentiels. Alors, là, j'espère qu'il y aura un peu de ménage qui sera fait, mais c'est vrai que entre les trentenaires, les sorties de trentenaires, l'augmentation, enfin la préconisation systématique de sprinklage partout, je pense qu'il y a un jeu aujourd'hui. On a, pour un site de 10 000 m², on démarre parfois à des investissements entre 1,5 million et 2 millions. Hein. C'est complètement fou, quoi, hein. Donc, il faut faire jouer la concurrence, mais elle est compliquée, hein, dans ce milieu-là, hein. La plupart du temps, ils sont noyés sous le flux des demandes et donc ils tarifient de façon très, très lâche. Donc, ça, c'est le deuxième point qu'on rencontre, hein. C'est que l'accès au sprinklage est extrêmement coûteux, quoi, hein. Et avec des difficultés, des fois, de renforcement de charpente qui, je dirais, empêche de démarrer des travaux, qui rajoute un surcoût assez important à la facture. Non, mais je suis d'accord sur le fait qu'il faut négocier avec les assureurs des phasages de travaux, même sur 2 ans, hein. Ça, je pense qu'avec un assureur en place, c'est toujours possible, hein. Et de toute manière, aujourd'hui, honnêtement, en sortie de sprinklage, une trentenaire, pour se remettre en conformité avec les nouvelles exigences APSAD, je peux vous dire qu'il faut du temps, hein, entre les sources, entre le réseau, les têtes, les trucs. Il y a vraiment des investissements lourds à mener et ça ne peut être que phasé quand on rapporte ça à des bâtiments. Si sur 10 000 m², il faut investir aujourd'hui entre 1 million et 1,5 million, je ne sais pas combien il y a de millions de mètres carrés à sprinkler en France, mais. Alors, sachant que les premiers 10 000 m², il y a forcément un local technique et que dedans, donc, on compte le local technique dans le million et demi. Les mètres supplémentaires, je ne sais plus, on est quoi sur une moyenne de 600-700 € la tête, non, c'est ça? Oui, c'est pas des configurations, mais oui, entre 600 et 1 000 € la tête. Ouais. Voilà. De têtes supplémentaires, sachant qu'on a une tête tous les 9 m². Voilà. Monsieur Dunoyer, vous vouliez parler, je crois. Oui. Non, j'avais la même question que M. Weber, c'est-à-dire
quand vous invitez à ne pas perdre 2 ans et à massifier le sprinklage, c'est la question de l'offre de sprinklage qui est posée. Est-ce qu'il y a une réelle concurrence? Et pour le coup là, est-ce qu'elle est européenne? Il n'y a pas de concurrence aujourd'hui, hein. Vous avez un marché qui explose et ils n'ont pas de personnel pour faire les chantiers. Donc, dans le meilleur des cas, ils vont blinder leurs tarifs pour se couvrir. Dans la plupart des cas, moi, je n'ai pas un site aujourd'hui où je n'ai pas un client qui est mésatisfait du travail réalisé. Voilà, tout le monde me dit, voilà, c'est catastrophique. C'est vrai, il y a peut-être une entreprise qui sort du lot et encore une, deux. Mais effectivement, ils ont des vrais problèmes de personnel, comme vous tous, hein, vous en avez également. Donc, eux n'échappent pas à la règle. Donc, c'est de la sous-traitance, numéro 1, numéro 2, numéro 3, parce qu'il y a 3 niveaux de sous-traitance, avec des risques évidemment associés à ces sous-traitances. Donc, évidemment, ils sont obligés de se couvrir. Et donc, il n'y a pas de concurrence aujourd'hui, hein. Moi, il m'arrive effectivement des clients qui me disent, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider à trouver quelqu'un? J'allais faire la danse du ventre auprès des gens avec qui je travaille, moi, courtier, pour qu'ils veuillent bien venir chez mon client faire un tarif. Vous voyez, Oui, c'est ça. donc, on est bien tous d'accord, et le constat est celui-ci, effectivement. Se pose le problème, effectivement, ensuite du choix alternatif à cette protection sprinkler. Aujourd'hui, les entreprises d'assurance ont bien compris que c'est elles qui avaient la main et qu'elles se donnent la main du reste avec les réassureurs et ils n'ont pas du tout intérêt à créer une brèche puisqu'aujourd'hui, c'est eux qui dictent leurs conditions et notamment leurs conditions de sprinkler. Avec les spécificités du sprinkler qui est que quand vous demandez à AXA de faire un cahier des charges, à Allianz ou à FM, vous allez avoir 3 sprinklers différents. Voilà. Et pour nous, courtiers, la difficulté, c'est que l'argent que vous investissez, si jamais on doit changer d'assurance dans 5 ans, 7 ans, on sera en capacité, effectivement, d'arriver sur le marché en disant voilà, on a un sprinkler qui est parfaitement dimensionné, regardez, ah oui, mais alors attendez, parce que là, moi, selon la règle, machin, je n'aurais pas fait comme ça. Et ça, c'est notre quotidien, parce qu'effectivement, les AG compagnies d'assurance qui sont spécialisées sprinkler sont tous de très très bonnes idées, mais qui sont par malheur un peu différentes de celles des voisins. Et puis effectivement, c'est ce que je disais, un sprinkler, ça fonctionne très bien tant que vous ne faites pas varier les conditions d'exploitation du sprinkler, c'est-à-dire qu'est-ce que vous mettez en dessous, la hauteur, le pourcentage de plastique, etc., etc. Et ça, c'est le sens même de l'industriel que d'évoluer. Donc, voilà, c'est vrai. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas trouvé de solution. Et du coup, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir un peu le spectre des technologies? Est-ce que le brouillard d'eau au lieu du sprinkler, est-ce que, je sais pas quoi, la thermographie en détection, pour ouvrir un peu le champ, quoi? Le brouillard d'eau, ça fonctionne effectivement très bien, mais sur des applications très spécifiques. Pour des grandes surfaces, des grands volumes, ce n'est pas quelque chose d'adapté. Du brouillard d'eau, on va en avoir, c'est un groupe turbo-alternateur, on va en avoir sur des zones d'archivage, on va en avoir sur des locaux vraiment très spécifiques. Mais d'abord, c'est très cher, ramené au mètre carré. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas crédité pour de grandes superficies. Aujourd'hui, les alternatives elles sont basées en fait sur ce qu'on commence à voir émerger, c'est-à-dire qu'on n'a plus de sprinkler généralisé, mais on a des canons monitorés par des caméras thermiques qui viennent cibler des sources d'éclosion de feu. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il faut quand même une local source. Il n'en reste pas moins vrai que cette technologie est faillible encore aujourd'hui parce qu'elle fait appel à l'intelligence artificielle. Qui monitore effectivement un local, une zone, et qui renvoie ensuite une information à un canon d'aller cibler effectivement la zone qu'il aura détectée. Donc ça, on voit bien qu'on a au WABDEC, on a une chaîne de fragilité bien supérieure à ce qu'on obtient en sprinkler, où là, basiquement, c'est des choses qui sont hyper éprouvées. Voilà, et généralement, et ça démarre, et ça éteint. Je voudrais juste intervenir parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans une situation de prise d'otage, nous, industriels, entre des assureurs, et vous l'avez dit, hein, il y a très peu d'offres, ces offres sont assez mauvaises quand même,
et d'autre part des investissements à réaliser pour sprinkler nos outils de production qui sont très lourds. Nous, c'est 5 millions d'euros, notre investissement pour sprinkler les 50 000 mètres carrés de notre entreprise. Des entreprises qui réalisent des travaux, qui les réalisent pas forcément bien, avec des interventions par des, entre guillemets, semi-professionnels qui sont là aussi, qui respectent absolument pas nos contraintes industrielles et qui peuvent se mettre en danger, mais mettre en danger nos personnels et nos outils de production. Donc, je veux dire, on est vraiment dans la théorie de l'emmerdement maximum et on ne voit pas bien le bout du tunnel. En plus, les contrats d'assurance qui nous sont proposés avec des montants de franchise mais colossaux. Donc, nous, on travaille bien avec Filet Allard, mais c'est vrai qu'on est passé de 2 millions de franchises à 1 million de franchises parce qu'on a réalisé une partie de notre circuit de sprinklage. Mais 1 million de franchises, c'est quand même comme si on n'était pas assuré quelque part, parce qu'on a des bâtiments qui communiquent les uns aux autres, mais qui sont distants. Donc c'est vrai que, je veux dire, on a que des sources d'insatisfaction globalement. Alors, je ne sais pas comment, je veux dire, le perçoivent les autres industriels, mais c'est vrai qu'en plus, ça n'apporte absolument aucune valeur ajoutée à notre prestation ou à nos produits ou aux produits proposés. Donc, oui, c'est pas très funky quand même cette situation. Je voudrais juste réagir sur le montant d'un sinistre. 1 million d'euros paraît effectivement inatteignable. Je voudrais juste préciser que moi, en septembre, j'ai eu un sinistre dans le domaine du bois avec des assureurs avec qui j'ai réussi à maintenir un contrat d'assurance. 400 mètres carrés dans le cadre d'une dérouleuse. Et la dérouleuse, il y a eu sur la section de nuit des travaux par point chaud qui ont été initiés. Permis de feu signé, mais complètement, pas du tout respecté. La caméra, en plus, a filmé l'action, on a bien vu le début de l'incendie. Le cas de 400 mètres carrés, heureusement, il y avait en toiture des plaques translucides plastiques qui ont fait un peu de coup de feu, et une fois qu'elles ont fondu, ça a empêché le sinistre incendie de passer de l'autre côté. Il y avait 14 mètres carrés, quand même, donc 14 mètres carrés n'ont pas brûlé. Donc c'est 400 mètres carrés avec une dérouleuse, en plus, dérouleuse de secours qui arrive en moins de 2 mois. Les sinistres, c'est quand même 24 millions d'euros. Voilà. On pense tout de suite qu'il va y avoir 3, 4, 5 millions d'euros, puis après on apprend qu'il y en a pour 12, puis après on apprend qu'il y en a pour 20, puis finalement on apprend qu'il y en a pour 24. Tout ça en 2 mois. Et avec un déroulement du sinistre qui est au meilleur du monde. C'est-à-dire la nouvelle machine qui arrive en 7-8 semaines, alors qu'il faut 9 mois pour la fabriquer. Enfin, tout va bien, quoi. Ça va très très vite. Et c'est parce que c'est astronomique que les assureurs disent, moi, le sprinkler, s'il y a un sprinkler, je ne devrais pas payer 24 millions d'euros. C'est la réponse que nous font les assureurs. Nous, courtiers, on s'adresse à eux, on dit, il est bien gentil, mais moi, il n'y a pas de sprinkler, je ne peux pas assurer. Parce que je n'ai pas envie d'avoir à nouveau 24 millions d'euros de sinistre. Ça va très vite. Bon, on aurait pu avoir un sinistre avec 14 000 carrés de plus. On était à 50 millions d'euros au départ. Hein. Mais on n'a pas eu la moitié, sur 400 000 carrés. Il y a beaucoup de pertes d'exploitation aussi, ou des frais supplémentaires pour éviter les pertes d'exploitation. Parce que dans un sinistre important, on a souvent que 30 à 50% de dommages directs, dommages aux biens, factures de remplacement, de reconstruction, et on a 50 à 60% de pertes d'exploitation avec de frais divers. Entre les frais DB, frais de déposition, tout ce qui est perte de loyer ou autre, mais aussi la perte d'exploitation, tout simplement. C'est une partie qui coûte très très cher, la perte d'exploitation. C'est au moins la moitié, si ce n'est pas plus. Donc, effectivement, la machine, le bâtiment, il n'y a pas eu 1 million. 400 mètres carrés, vous imaginez bien, il n'y a pas eu 1 million. C'est juste des parpaings. La machine, elle va faire 8-9 millions. Bon, avec 2-3 bricoles en plus, il y a une dizaine de millions, une petite dizaine de millions de machines. Donc, on est qu'à 11 millions. Quand je dis 24, c'est que tout l'immatériel qui va avec. Ça va très vite. Et ça, c'était mi-septembre. Donc, très récent. Et ça n'arrange pas du tout mes affaires, parce que comme c'est des assureurs avec qui j'essaie d'entretenir la meilleure relation du monde, croyez-moi qu'ils m'haïssent.
Voilà. Donc, en fait, il faut qu'on s'estime heureux globalement. En fait, Le résultat des courses, c'est que le sinistré, demain, il part avec 2 millions d'euros de franchise, avec un sprinkler à des délais terribles à tenir. Et on était à 2 doigts de ne plus avoir de contrat d'assurance. Et il n'a pas été résilié pour sinistre. C'est juste résiliation avec le préavis à l'échéance du 1er janvier. Donc, même pas quelque chose de brutal, on va dire. bon, on dit souvent que quand on se regarde, on se fait peur et quand on se compare, on se rassure. Bon, là, on vous a pas rassuré, mais en tout cas, on vous a dit que vous n'étiez pas les seuls, ça c'est sûr, et qu'il y avait des solutions pour essayer de vous accompagner du mieux qu'on peut pour essayer de peser vis-à-vis des assureurs qui sont exigeants. Mais vous avez raison, Monsieur Forêt, c'est pas facile, et évidemment, l'idée c'est d'essayer de faire le maximum pour peser dans ce monde-là où les exigences sont reines, malheureusement. Et sinon, le sinistre se passe très très bien. Hein. L'expertise, c'est vite déroulé dès le lendemain avec tout un tas de solutions. Le client a déjà reçu un acompte assez conséquent. Enfin bon, il n'y a aucun problème de garantie. Il y a juste un problème de vouloir assurer des assureurs ensuite. C'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Lionel. Et est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Pas. Non, pas forcément. Christopher, tu es le maître du jeu, Monsieur Loyal, mais